Oh, this you crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre « Ma vie est un labo et la vôtre aussi » et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. Je me demande pourquoi les hommes se croient supérieurs aux femmes. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ou est-ce le contraire? Des fois, ça se vaut les deux. Les deux, ils sont aussi intelligents l'un que l'autre. J'ai longtemps hésité à aborder la thématique de la femme parce que c'est délicat de s'exprimer sur ce sujet actuellement au vu de la tension que ça génère. Il y a de fortes probabilités que les propos soient soit mal interprétés, soit déformés, soit que les points de vue ne soient tout simplement pas compris. Et puis, on a très vite tendance à vous cataloguer de féministes extrémistes dès l'instant où vous ouvrez la bouche en donnant votre vision des choses, alors que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on fait forcément partie d'un quelconque mouvement. Ceux qui me connaissent ou qui ont lu mon livre le savent pertinemment, j'aime visiter les sphères, oui, mais je déteste me limiter à un dogme en particulier, puisque je pars du principe qu'être maître de soi-même, c'est rester curieux aux différents modes de pensée sans s'y enfermer. Ce qui m'intéresse avant toute chose, c'est la pertinence et le sens d'un propos. Actuellement, les fameux 97% font débat sur les réseaux, alors que ce sujet n'est pourtant pas nouveau. C'est présent depuis belle lurette et je m'interroge surtout sur le fait qu'on perde énormément de temps à chipoter dessus. Hormis la jeunesse qui manquerait peut-être d'expérience pour s'en rendre compte, bien que je constate malgré tout qu'elle le vit de façon assez fracassante, pour le reste des gens, il faut avoir placé un sacré bandeau sur les yeux, vivre au fin fond de la campagne depuis sa naissance ou ne s'intéresser à personne d'autre que soi-même pour ne pas avoir remarqué cette affligeante réalité. Soyons honnêtes, personne ne veut regarder la vérité en face parce que ce qu'elle renvoie du monde est assez violent, j'en conviens. Et d'ailleurs, le fait de passer son temps à se crêper le chignon sur des chiffres démontre bien à quel point on refuse de la voir, de l'entendre, de la prendre en compte ou de concevoir que cela puisse être possible parce que ça fait mal. Oser s'imaginer que la femme n'a pas tout à fait sa place et qu'elle est encore maltraitée alors qu'on estime que depuis 50 ans, les lois qui ont été votées leur donnent bien plus de privilèges qu'autrefois, tout ceci remue un peu les tripes, mais quelque part, ça retire aussi un voile d'illusion. Elles sont plus libres qu'avant, oui, dans la forme, mais pour ce qui est du fond, c'est encore une toute autre histoire et la vérité se trouve toujours dans le fond. Pour réussir à la déceler, il faut évidemment être curieux et élargir son champ de vision. On a beaucoup de mal à accueillir cette rébellion soudaine de la part des femmes parce que déjà, si on ne s'y intéresse pas, on peut difficilement la comprendre, et ensuite parce que certains mouvements féministes sont clairement trop agressifs, voire extrêmes, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui me permet de dire que c'est une réalité? Alors tout d'abord parce que je suis moi-même une femme ayant résidé dans plusieurs villes, que j'ai vécu trop d'expériences et que j'en vis encore, qui me renvoie le fait d'être un sexe faible ou un objet de désir, dépourvu d'intelligence, et qu'à force de discuter avec d'autres femmes depuis 25 ans, et même certains hommes d'ailleurs, j'ai pu vérifier que c'est bel et bien le cas pour une grande majorité. Même les services de police judiciaire possèdent des chiffres ahurissants depuis des années. Pour y avoir été confronté de près, je confirme que c'est une réalité. Elle est regrettable, mais bien réelle. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, puisque tout au long de mon parcours en tant que chercheuse de vérité, je me suis évidemment posé des questions concernant les problématiques de fond, que ce soit sur moi-même ou sur le monde qui m'entoure. Et la première fois que j'ai été percutée par cette vision ancestrale de la femme, c'était dans les années 2000 lorsque je suis arrivée sur Paris. Pendant mes jours de repos, qui étaient hors week-end, j'adorais me balader toute seule pour découvrir les trésors de la capitale. Et le truc, c'est que j'étais jamais tranquille. J'étais accostée tous les 20 mètres, comme si j'étais une friandise qui traînait sur le coin d'une table. Au-delà du fait que c'était flippant, c'était tout aussi fatigant parce qu'on empiétait ma liberté. Impossible d'avoir une quelconque intimité dans mon esprit en me délectant du paysage ou tout simplement en marchant, parce qu'on venait sans cesse me déranger avec des « t'es mignonne, salut, je t'offre un verre, tu voudrais pas discuter ?» Et encore là, ça concerne les plus polis. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, je me culpabilisais en me demandant si c'était mon accoutrement qui provoquait ça, bien qu'un jean et un pull ne soient pas franchement une tenue qui soulève les foules. Et du coup, j'avais testé le jogging ample, le sweat à capuche, et c'était du pareil au même. Et le même joueur joue encore.
À la suite de nombreuses expériences du même type, ça confirmait que le problème n'était pas d'ordre vestimentaire, clairement pas, mais il était évident que ça venait de quelque chose de plus profond. J'étais assez consternée parce que je me rendais compte que les femmes vivaient un faux semblant de liberté. Nous étions encore considérées comme des proies. Ça a été le point de départ de toute une suite d'autres expériences qui m'ont démontré qu'au final, nous étions bien loin d'une véritable évolution des mentalités, et ce, à tous les niveaux. # mon podcast sur la démesure humaine. Côté individuel, par exemple, se faire suivre ou devoir déployer ses talents de comédienne ou de communication parce qu'on fait trop souvent de mauvaises rencontres lorsqu'on marche dans la rue ou qu'on rentre chez soi, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle vivre en toute liberté. Être constamment sur le qui-vive de jour comme de nuit dès qu'on est seul, c'est un peu limite comme style de vie émancipé. Sans compter le nombre d'hommes que j'ai croisés qui croyaient que leur compte en banque ou leur fabuleuse situation professionnelle leur donnait du crédit à obtenir un grand oui, quoi qu'il advienne, alors que ma liberté leur disait non merci. A priori, le mot non avait bien du mal à atteindre leurs petites oreilles. Soupir. Pour ce qui est du contexte familial ou professionnel, j'avoue avoir eu plus de chance puisque j'ai toujours réussi à m'extirper des situations qui sentaient le brûler, et notamment grâce à mon humour. Bref, il faut vraiment être très autocentré ou carrément aveugle des réalités de ce monde pour prétendre encore aujourd'hui que, ça y est, les femmes sont pleinement libres. Non, c'est un vrai combat que celui de prendre sa place d'être humain lorsqu'on est une femme, parce que ce monde moderne nous donne l'illusion que dans l'ensemble, les choses ont avancé, alors que c'est un combat qui se poursuit d'une manière plus subtile, plus invisible, plus sous-jacente. Il faut donc creuser ou s'y intéresser de près pour en vérifier la véracité. Cette certitude illusoire de changement est tellement ancrée dans les esprits que lorsqu'on en parle, on a l'impression de taper dans une sorte de gelée de framboise qui bouge un peu, mais qui revient immédiatement à son état initial. De manière générale, oui, nous vivons bien dans un monde malade qui adore faire semblant, et le constater, c'est déjà faire un grand pas vers la maturité. À ce moment-là, on peut enfin commencer à parler vrai et avancer ensemble. Durant ces 20 dernières années, je devais poser beaucoup de questions aux femmes avant qu'elles osent s'exprimer parce que c'était tabou. Aujourd'hui, le point positif, c'est que la parole se libère, on révèle enfin la moisissure qui se cachait sournoisement sous le tapis. Mais comme la souffrance ou la colère que l'on contient pendant trop longtemps, la prise de parole se fait très violemment et sans aucune mesure. C'est comme le bouton en plein milieu du visage que nous refusons de voir depuis des lustres, et soudain, paf, il éclate. À force de nous cacher les yeux, la tempête arrive et elle devient inévitable. C'est du même ordre que mon podcast « Résoudre les problèmes ». Mais bizarrement, le féminisme n'est pas la seule part de l'humanité à se rebeller. Bien avant le Covid, nous avons eu la Chine, la Tunisie, l'Égypte, les Gilets jaunes, et j'en passe, qui souhaitaient se faire entendre. Ça prouve un profond mal-être, un ras-le-bol et surtout une envie viscérale de modifier nos systèmes vers plus de sens et plus d'équité. Tout ceci est finalement très symbolique parce qu'en reportant ce constat à la petite échelle d'un être humain, c'est très exactement le même processus qu'une phase d'adolescence. Révolte face au non-sens, rejet de l'autorité, rébellion face aux injustices, fort besoin d'indépendance. L'humanité serait-elle prête à grandir ? Eh bien oui. La protestation chez un adolescent est un comportement très sain, parce que cela signifie qu'il souhaite devenir adulte en empruntant sa propre voie et se découvrir. Et ça dénote une forte envie d'émancipation. C'est génial. C'est une phase importante qui doit être respectée. Ce qui est plus complexe, c'est lorsque cette protestation devient agressive. Et pour cause, durant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, l'État qui représente symboliquement la figure parentale n'a aucunement donné l'écoute escomptée. Faisant mine de ne pas entendre, il a répondu sous une autre forme d'autorité. Mais si l'on ne prend pas en considération le besoin crucial pour un adolescent de vouloir s'affirmer, tout comme les citoyens d'ailleurs, si l'on n'entend pas, on prend le risque d'une révolte. Quelque part, c'est un peu ce qui se passe avec le féminisme. Majoritairement, elles souhaitent être entendues, et si l'on dénigre sans cesse ce qu'elles expriment de leur vécu, encore une fois, on ne les considère pas. Et c'est valable dans toute autre forme de communication. Lorsqu'on vit quelque chose, que l'on exprime, on a besoin d'être entendu et que notre vécu soit respecté. C'est capital. Alors, je suis pleinement consciente, pour l'avoir moi-même vérifié au cours de ma petite existence,
que la colère ne fait pas du tout avancer les choses. Mais soyons honnêtes, lorsque les échanges étaient calmes, les humains n'arrivaient déjà pas à s'écouter tout en respectant l'opinion de l'autre. On se tapait déjà dessus. Bon, et ben là, c'est pire. Et c'est pire parce que tout comme un enfant qui n'est pas considéré, ça crie et ça tape pour tenter de se faire entendre. Notre humanité entre donc dans sa phase d'adolescence en souhaitant s'émanciper, en souhaitant briser tous les schémas poussiéreux qui n'ont plus aucun sens. Et si notre conscience a tant de mal à s'ouvrir face à tout ce qui est violemment soulevé ces derniers temps, notamment sur la place de la femme, c'est parce que, premièrement, ça déclenche la peur. Se rendre compte à quel point la violence est encore très présente en 2021, c'est douloureux et ça secoue parce qu'au fond de chaque être humain se trouve le désir de paix. On a tellement envie d'y croire qu'on s'illusionne sur le fait que c'est là. Tout ce que notre civilisation traverse à ce jour nous démontre que, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas le cas. Cette triste vérité amène parfois l'humain dans un état de sidération tel qu'il préfère se remettre dans un mode sauvegarde et se rendormir parce que c'est trop dur à concevoir. Il est bien plus difficile de regarder les choses en face que de détourner le regard. C'est bien connu. Deuxièmement, ça révèle un effet miroir insoutenable chez tout homme qui se comporte de façon archaïque en rabaissant, en manipulant ou en contrôlant quiconque qui devrait rester à une place de subordonné. Déposer le juste regard sur soi et observer nos comportements déviants, c'est la chose la plus difficile chez tout être humain parce que ça déconditionne l'ego. En revanche, le point positif, c'est que ça éveille la conscience. Troisièmement, et je le constate, ça peut provoquer un sentiment d'injustice et donc déclencher de la colère chez tout homme qui œuvre depuis fort longtemps vers l'équité et le mieux vivre ensemble. C'est tout à fait compréhensible puisqu'il peut avoir la sensation désagréable que son ouverture d'esprit ne sert finalement à rien. Ce n'est pas le cas et heureusement que ces hommes existent. Grandir et devenir un être humain véritable, c'est regarder en face la réalité du monde dans lequel on vit et c'est difficile. Se remettre en question semble encore bien douloureux et avancer ensemble est un rêve qui se rapproche mais qui reste encore lointain. C'est pourquoi l'artiste va nous être nécessaire parce que lui, il s'en fout d'avoir tort ou raison. Pour lui, le principal, c'est l'échange de points de vue. C'est ça qui l'intéresse. Et d'ailleurs, s'il y arrive aussi bien, c'est justement parce qu'il a déjà démarré son propre chemin en vivant sa vérité personnelle. De ce fait, il respecte celle de l'autre sans imposer quoi que ce soit. Il regarde le sens profond, pas les places, ni les rôles. Pour ma part, concernant la relation homme-femme notamment, je suis restée 7 ans avec un véritable artiste et je peux vous dire que nous étions bien loin de tout ce schmilblick. Il n'y avait aucun rôle à incarner. Nous étions juste 2 êtres humains, 2 artistes qui se complétaient parfois dans l'union et d'autres fois malgré nos différences. C'était un amour profond et on apprenait énormément l'un de l'autre. Et c'était le plus important. Pour y parvenir, nous avons dû communiquer évidemment en toute transparence et respecter la liberté d'être de l'un et de l'autre. Par la suite, j'ai rencontré des hommes qui, très inconsciemment, jouaient un rôle. Comme s'ils devaient rentrer dans la case qui définit ce qu'est un homme aux yeux de la société. Et du coup, en prenant la casquette qu'il pense devoir prendre, il se cache continuellement de lui-même. Il ne peut pas savoir qui il est en tant qu'être humain. Il reste dans un modèle, dans un schéma qui ne lui appartient pas, mais qui résulte de l'inconscient collectif. C'est bien dommage parce que c'est finalement très pesant de ne pas être soi. Néanmoins, je tiens particulièrement à remercier tous les hommes artistes que je croise depuis quelques années et qui effectuent un minutieux travail d'ouverture, peut-être des fois même sans s'en rendre compte. Vous nous invitez non plus à reproduire, mais à devenir les vrais êtres humains que nous sommes et du coup, vous contribuez à unifier l'humanité. Vous permettez également à la femme artiste de se révéler. Grâce à vous, elle peut sortir de ce personnage qu'on lui ordonne de jouer et devenir un être humain à part entière doté de ses propres capacités. Même si pour certains je vous l'ai déjà exprimé, ça me semblait important de le diffuser publiquement pour que d'autres se reconnaissent. En tout cas, je sais que vous vous reconnaîtrez. Pourquoi l'artistologie est une philosophie intéressante pour demain ? Parce que c'est une approche qui a pour but d'ouvrir et d'élargir nos visions du monde, qu'elles soient humaines, professionnelles, culturelles ou sociétales. Elle se veut globale, non spécifique et l'artiste est placé au cœur de chaque expérience personnelle
ou professionnelle. L'artistologie nous invite à expérimenter le monde dans sa multiplicité et non suivant un modèle préétabli. Elle permet à tout être humain d'accéder à l'entièreté de lui-même par le biais de l'artiste qui cherche toujours à mettre en exergue la vérité. L'artiste ne voit pas les genres, les places sociales ou les codes. Il regarde l'être humain dans ce qu'il est profondément. Du coup, sa façon d'approcher le monde est vraiment différente parce qu'il s'appuie sur la logique universelle qui place l'être avant l'ego. C'est grâce à ça qu'il aborde mieux l'existence, y compris la sienne. Pour trouver cette vérité, il converge donc les idées, les visions et les expériences. J'en parlerai d'ailleurs un peu plus en détail dans un prochain podcast concernant son processus d'apprentissage. Il va donc être extrêmement utile, voire important, de réveiller l'artiste en nous si l'on souhaite avancer vers notre humanité, parce que pour l'instant, on ne cesse de s'en écarter. Il faut apprendre à révéler la profondeur des êtres que nous sommes, en prêtant attention à ne pas les annihiler, avec une autre forme de conditionnement par exemple. Pour accompagner des personnes dont les profils apparaissent pourtant bien opposés, je vous confirme que l'artiste est en chacun et que nous sommes tous capables de le révéler. Il est venu le temps de déposer la colère et les armes. Il est venu le temps de respecter l'expérience de chacun, de s'apaiser et d'entrevoir toutes les possibilités que nous avons en notre possession pour une véritable évolution. Tout est là, sous notre nez. Laissez l'artiste les dénicher parce qu'il est le seul à voir les choses que votre ego ne voit pas. L'artiste sauvera le monde, les amis. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse. Yeah.